Tout de suite, émission sur la MTV. Que la haine quitte nos cœurs, ayant l'amour du Congo et du Congolais. Au revoir. Si tu me kiffes, je te kiffe aussi. Les bandits chauds. C'est vrai qu'il y a la vie. Bangonde n'a pas si. À part générique, l'album qui viendra, c'est pour quand? C'est plané parce que Aza Moto a séparé Sarabino, Nandembo. Je le précise déjà que Aza athlète, il y a ballon rond. Parce que la politique et ça, mon capot m'expose. Non, même pas. VH d'abord. Aza va répéter. Ton père a dit, parce que là, les miens, je vais avoir un jour. Ça répète. Voilà, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans cette émission Point d'actualité. Nous sommes encore là pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi séjourne à l'est de la République démocratique du Congo et aujourd'hui, il a eu à rencontrer son homologue du Rwanda, à Gisenyi, où ils ont parlé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Et au cours de cette émission, nous parlerons aussi du Sénat qui n'a pas pu lever les immunités du sénateur Matata Ponyo. Plusieurs personnalités politiques condamnent l'attitude du président du Sénat à la personne de Modeste Bahati Lukungu. Est-ce celui qui devrait influencer d'autres sénateurs à lever les immunités de Matata Ponyo? Nous allons en parler au cours de cette émission et aussi sur le dossier 500 jeeps que le chef de l'État aurait, j'utilise aurait bien sûr, puisqu'on n'a pas de certitude là-dessus, aurait donné comme don aux élus du peuple, donc les députés. Et aussi sur le comportement du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jatiningo Kupila. À un certain moment, la population se pose une question: est-ce qu'il est au service de la nation ou il fait juste ses sentiments? Alors, nous recevons sur ce plateau M. Chris Mukendi, qui est cadre et communicateur de l'AFDCA de Modeste Bahati. Bienvenue à vous. Merci de l'invitation. Vous êtes prêt à répondre à nos différentes préoccupations? C'est la raison de ma présence sur votre plateau. Le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi, après multiples réclamations des élèves, de la société civile et à l'est de la République démocratique du Congo, est-ce pour apporter une solution ou juste pour faire quelque chose de mascarade que le personne ne voit qu'enfin il est dépassé? Non, mais je crois que le chef de l'État ne se déplace pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Le chef de l'État, il est le gestionnaire numéro 1 de la République. Il n'est pas le président de Kinshasa, il est le président de la RDC. Donc, dans la mesure où des dispositions ont été prises, notamment l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, il était important pour le chef de l'État de pouvoir descendre sur le terrain pour évaluer ces processus, savoir où est-ce que nous en sommes avec l'état de droit. Mais aussi c'est parce que vous savez que nos frères de Goma avaient connu cette catastrophe naturelle due à l'éruption volcanique. Il était important que le gouvernement de la République puisse témoigner toute sa solidarité et apporter un soutien pour essayer de soulager cette population meurtrie par cette catastrophe naturelle. Donc le chef de l'État, il est chez lui, il peut aller où il veut, mais aussi parce qu'il a eu à faire cette promesse. Il avait promis de faire, d'aller à Beni, il avait promis de faire un tour dans toute la partie est de la République où nos populations ont été victimes des massacres qui nous est imposé par des troupes armées. Donc je considère que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, sa présence dans ces coins de la République réconforte la population qui attendait à ce que effectivement le chef de l'État arrive dans ces coins pour leur apporter son soutien. Il a apporté le soutien, mais cependant il y a eu plusieurs réclamations. Il a même déclaré qu'il y avait du mafia au sein de l'armée. Est-ce responsable de voir un chef de l'État déclarer si haut qu'il y a du mafia au sein de l'armée? Ça signifie qu'on ne doit plus faire confiance aux FARDC.
Non, je crois que l'interpellation du chef de l'État ne va pas dans le sens de discréditer notre armée. Je ne pense pas. Mais il a dénoncé cette magouille. Vous savez qu'il a hérité d'un régime qui a été caractérisé par l'impunité, d'un régime qui est caractérisé par les détournements des deniers publics. On n'a vu aucune autorité, aucun gestionnaire de l'État aller en prison pour des cas de détournement. On n'a vu aucune autorité militaire être interpellée pour des détournements des munitions, des détournements des armes, alors que tout ce que la République a eu à faire, c'était en rapport avec l'effectif qui a été communiqué au président de la République. Donc il est clair que lorsque le chef de l'État identifie que ce qu'il trouve sur le terrain n'est pas conforme au rapport qu'il a eu à avoir au niveau de ses services, il est tout à fait normal qu'il communique d'abord avec la population pour faire comprendre que, effectivement, nous comprenons pourquoi le taux d'insécurité à l'est de la République n'a pas connu une baisse, tout simplement parce que nous croyions à l'époque qu'il y avait 21 militaires effectivement, alors que 21 000 militaires, alors qu'effectivement sur le terrain, il n'y a pas plus de 10 000. Donc il était important pour le chef de l'État de faire ce constat et d'interpeller. Mais aussi, nous pensons que les sanctions suivront les auteurs de ces actes que nous considérons comme une haute trahison, parce que notre population a été meurtrie à cause de la trahison de nos amis qui sont en réalité dans l'armée. La plupart des généraux ont été nommés par Joseph Kabila Kabange, et ceux qui sont encore là au sein de l'armée sont beaucoup plus, on peut dire même kabilistes, puisqu'ils ont quand même plus de 20 ans avec Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'on ne doit pas craindre un coup de cas, voir que le chef d'État qui dit oui, il y a 3 officiers qui sont déjà arrêtés? Est-ce qu'on ne doit pas peut-être donner un coup d'État ou quelque chose d'instabilité au sein de cette armée? Je crois que l'armée est apolitique. On ne peut pas étiqueter les militaires d'appartenir à un régime passé. Les militaires sont comme des fonctionnaires. Ils travaillent avec tous les chefs d'État qui vont se succéder à la tête du pays. C'est comme les fonctionnaires de l'État qui travaillent avec tous les ministres qui arrivent. On ne devrait pas étiqueter en tout cas nos militaires ainsi. Mais je crois que ce qui se passe, c'est seulement la résultante, comme j'ai dit, d'un État qui a été privé du droit, d'un État où la justice n'a pas été au centre de l'action. L'impunité, c'était le mode de gestion. Vous voyez combien des immeubles poussent ici à Kinshasa. Vous allez vous renseigner, on vous dira, cet immeuble appartient à tel général, cet immeuble-là appartient à un autre officier de l'armée, quand on sait que leur salaire ne leur permet pas d'avoir ce niveau de vie. Donc ça veut tout simplement dire qu'à un certain niveau, il y a des détournements qui sont orchestrés, il y a des gens qui sont organisés pour détourner ce qui est destiné à notre armée. Alors que le chef de l'État a découvert, il est tout à fait normal que certains soient sanctionnés et d'autres seront poursuivis pour, en tout cas, haute trahison. Et après temps, l'État doit aussi faire son travail, puisque quand ces militaires-là ne sont pas mieux payés, voilà pourquoi il y a un détournement, il y a des mafias qui se font, donc l'État doit aussi assumer. Non, je crois que quand vous parlez de ces militaires qui ne sont pas payés, là vous parlez ce qu'on dit en lingala soldat moulongo. Vous voyez, là nous sommes en train de parler de responsables au plus haut niveau de notre armée. Je ne pense pas qu'on peut être responsable à ce niveau-là dans notre armée et être moins payé, parce que d'abord les militaires, ils prennent trop de risques. Ils ont prêté serment pour donner leur sang à la République démocratique du Congo, et je pense que la République ne peut pas, à ce niveau de responsabilité, ne pas reconnaître ces efforts et les traiter comme des va-nu-pieds. Je ne pense pas. La question est simplement que, mais c'est vrai, c'est comme tout le monde, hein, c'est pas seulement l'armée. Il y a les fonctionnaires de l'État aussi dont les salaires sont à améliorer, et je crois que la même situation se trouve au niveau de notre armée. Et je pense que le président de la République, ainsi aussi à l'amélioration des conditions de vie
et de notre armée, mais aussi de toute la population. Toujours dans ses propos, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, va dire qu'il y a du mafia qui s'installe au Sénat. Vous êtes du FDCA. Modeste Bati, proche collaborateur du président de la République en tant que président du Sénat. On cherche à lever les immunités d'une personne qui a eu à mal utiliser l'argent de la République à la personne de Matata Ponyo, sur les dossiers du Kamaloso, et subitement le Sénat rejette cette demande du procureur général. Pourquoi cette attitude de la part de cette institution? Je crois qu'il y a au sein de l'opinion de l'amalgame qui est créé à cause de la méconnaissance de la loi. Vous savez, lorsque vous ne connaissez pas la loi, lorsque vous ne connaissez pas des dispositions, que ce soit des dispositions constitutionnelles ou les dispositions en rapport avec les règlements intérieurs du Sénat, vous allez commencer à vous étaler dans des discussions infertiles. Nous sommes aujourd'hui dans un état de droit. Un état de droit veut dire un état où le respect des textes est au centre de toute action politique. Le Sénat, c'est une chambre législative. C'est là où on vote les lois. Le Sénat ne peut pas commencer à voter des lois et ne pas respecter ses propres lois. Le Sénat a un règlement intérieur. Que dit le règlement intérieur du Sénat en ce qui concerne la levée de l'immunité d'un sénateur? L'article 218 du règlement intérieur du Sénat dit que lorsque le procureur général près de la Cour de cassation demande la levée de l'immunité d'un sénateur, le président du Sénat met en place une commission spéciale à qui on remet la responsabilité de cette question. Et cette commission siège et auditionne les sénateurs incriminés, qui sera assisté par 2 sénateurs ou d'un conseil. Et à l'issue des travaux de cette commission, un rapport est présenté au bureau du Sénat qui convoque une plénière à huis clos. Et pendant la plénière à huis clos, il y a une délibération de la plénière. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le règlement intérieur du Sénat a été scrupuleusement respecté par le président du Sénat. Aujourd'hui, la confusion, elle est où? Respecté par le président du Sénat, mais vous savez qu'ils ont la majorité aujourd'hui. Cette majorité devrait quand même agir, puisque le chef de l'État avait besoin de voir la justice faire son travail. Et il avait même dit lors de leur raconte. Justement, ce que nous réprouvons, c'est quoi? C'est que les sénateurs n'ont pas, il faut dire, une partie des sénateurs ont voté pour que les immunités de M. Matata Ponyo soient levées, pour qu'il soit à la disposition de la justice. Et nous saluons le courage de ces sénateurs-là qui ont effectivement montré qu'ils se mettaient sur la ligne de la vision du chef de l'État d'un État de droit, et par leur vote, ils ont traduit leur volonté à mettre fin à un régime d'impunité et à rompre avec les régimes de détournement des deniers publics. Il faut commencer d'abord par encourager ces sénateurs-là. En ce qui concerne les 49 qui ont voté contre ces réquisitoires, nous comprenons que le régime d'impunité aussi a la peau dure. On ne peut pas changer, le président Félix Tshisekedi dit aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il ne peut pas changer le Congo par un coup de bâton magique lorsqu'on sait que les antivaleurs habitent la plupart de nos dirigeants du pays. Mais il ne faut pas non plus faire porter la responsabilité du vote de chaque sénateur individuellement au président du Sénat. Le président du Sénat a voté comme tous les autres sénateurs. Le président, en ce qui concerne le vote, vous savez qu'on ne peut pas influencer les votes d'un sénateur ou d'un député. Le vote, il est d'abord secret. Ça, il faut le savoir. Le vote, il est secret. Donc, on ne peut pas responsabiliser les présidents du Sénat en ce qui concerne le rejet de
du réquisitoire du procureur en ce qui concerne la levée des immunités de M. Matata Ponyo. Aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça sera votre tour. Ce sont des propos de Matata Ponyo. Je pense... Et puis... Je n'ai pas fini ma réflexion. Je n'ai pas fini ma réflexion. Je pense que c'est ce qui se sont... C'est effectivement, c'est que certains sénateurs se sont dit dans leur tête. Et c'est là que je comprends le mécontentement du chef de l'État. C'est là que je comprends son indignation. Parce qu'il y a au niveau de nos institutions une sorte de camaraderie, une sorte de copinage entre les anciens dirigeants de la République. Ils se protègent mutuellement. Le chef de l'État l'a dit. Ils se protègent. Ils se disent, aujourd'hui c'est mon tour. Si nous laissons partir Matata aujourd'hui, nous allons ouvrir une brèche. Demain, ça sera celui-là. Demain, ça sera un autre. Donc, Modeste Bahati fut le ministre de l'économie à l'époque. Avec devenu Koïta, on est sûr et certain qu'on devrait l'interpeller aussi puisqu'il était là-dedans. Je vais faire une confidence ici pour que nos téléspectateurs comprennent effectivement. Vous savez que le Sénat a tenu les huis clos pendant 3 heures du temps. Et pendant les huis clos, le président du Sénat a exhorté ses pairs de pouvoir lever les immunités de M. Matata Ponyo pour que seule la justice puisse le blanchir. Ça, c'est une confidence. Je suis en train de le dire, Non, quand vous parlez Modeste Bahati dans les bains, ce n'est pas comprendre comment fonctionne le gouvernement. Il n'est pas impliqué dans ce qui se passe. Il est ministre de l'économie à l'époque. Et ce projet, c'est un projet du ministère de l'Agriculture. Ça veut dire, si on doit chercher des personnes qui sont directement impliquées dans les dossiers, il y a le Premier ministre qui est le porteur de ces projets. Mais malheureusement, le Premier ministre lui-même était aussi le ministre des Finances à l'époque. Parce qu'on sait que Kitebi n'était qu'un ministre délégué aux Finances. Donc ça veut dire que Matata Ponyo lui-même était au même moment Premier ministre et ministre des Finances. Voilà pourquoi il doit rendre des comptes. Donc, dans ce qui s'est passé dans les huis clos, c'est que le président du Sénat a exhorté les sénateurs à coopérer avec la justice, à voter pour la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo qui doit se justifier devant la justice. Parce que le Sénat ne blanchit personne. Le Sénat, ce n'est pas la justice. C'est à la justice de dire que M. Matata Ponyo, c'est vrai, comme vous l'avez dit, vous n'avez détourné aucun franc congolais, aucun dollar de ce projet. Nous vous rendons vos immunités, vous pouvez regagner votre chambre pour aller travailler. M. Matata Ponyo, quittant Conakry où il était, il a dit qu'il venait pour affronter la justice de son pays. Malheureusement, déjà, en amont, il avait qualifié cette justice d'une justice politisée. C'est ça le mal. Lorsque vous avez géré une république, vous avez été à des postes de responsabilité, vous devez être habité par la pensée de redevabilité. Nos autorités n'aiment pas rendre compte. Lorsqu'on vous demande de rendre compte, vous criez à l'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement dans ce qui se passe. Vous êtes déçu de voir que le sénateur n'ont pas levé les immunités de Matata Ponyo. Si on n'a pas suivi les déclarations de Modeste Bahati, malgré qu'on a traité. Justement, c'est parce que le président du Sénat est habité par une profonde déception. Une déception parce que... Là, c'est une façon de le défendre. Si vous avez suivi la plénière, même par les médias, vous avez vu certainement son visage. Un visage d'un monsieur abattu, un visage d'un monsieur qui est habité par la consternation. Parce que les sénateurs n'ont pas adhéré à la vision du chef de l'État qui est d'instaurer un État de droit. Donc, le président... Mais le rôle du président, c'est quoi? Il n'a pas une voix prépondérante que les autres sénateurs. Il vote au même titre que les autres sénateurs. Aujourd'hui, le Sénat est victime de son règlement intérieur. Si la procédure pour la levée des immunités n'était pas sujet à un quelconque vote, on aurait levé en toute quiétude
les immunités de M. Matata Pogno. Si cela était de la compétence du bureau, je pense qu'on n'aurait pas ces débats aujourd'hui parce que les bureaux auraient en toute facilité levé ces immunités. On ne dirait pas que Félix Tshisekedi, voire même Modeste Bahati, manque un peu du leadership, puisque j'imagine pas en une seconde voir Joseph Kabila Kabange prendre une décision de laisser là à Alexis Thierry-Lumumba quitter le président du Sénat et que les sénateurs décident autrement. Est-ce qu'il n'y a pas un marque de leadership au sein de Modeste Bahati? Je crois que la question ne devrait pas être posée ainsi. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les institutions ont été libérées d'une certaine dictature. On voit la liberté d'expression devenir effective au sein de nos assemblées. Le président de la République non plus n'avait pas donné une injonction aux sénateurs lorsqu'ils avaient reçu. Il a appelé simplement les sénateurs à coopérer avec la justice. Ce n'était pas une injonction. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une expression réelle de la démocratie. C'est vrai que le président de la République a manifesté son indignation en rapport avec ses votes, mais la vérité c'est que nous sommes entrés réellement dans un pays démocratique. Et nous pensons que si les procureurs de la Cour de cassation n'a pas épuisé toute la procédure pour solliciter les levées d'immunité, il peut toujours continuer parce que nous pensons que tous ceux qui ont à gérer la République à un certain moment devront rendre compte de leur gestion, surtout quand on sait que le projet Bukangalo Nzoki devrait être un projet qui devrait nourrir l'Afrique, n'a pas pu nourrir même Kinshasa. Non seulement ça, mais le projet a été un débâcle. Le Sénat a fait la honte, une déception pour le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi, mais au moins le Parlement a honoré, puisqu'on a vu 2 députés être mis à la disposition de la justice. Ça vous avait quand même fait du bien de suivre ces messages? Non, vous savez, l'Assemblée nationale comme le Sénat, ils ont une autonomie administrative. Les deux sont conduites par une constitution et par les règlements intérieurs. Le règlement intérieur du Sénat n'est pas les copier-coller du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est conforme à leur règlement intérieur et ce qui s'est passé au Sénat est également conforme au règlement intérieur du Sénat. Donc, on ne peut pas faire pareille comparaison entre ce qui se passe dans une chambre et dans une autre. On a senti quand même une bonne volonté et c'est en vue là de permettre que la population découvre la vérité. Ce qui a marqué le sénateur. Mais le sénateur Matata Pogno pouvait lui-même aussi prendre la responsabilité d'aller répondre devant la justice s'il se reproche de rien. Voilà. Et je voudrais dire ici aussi, que M. Matata Pogno est un potentiel candidat aux élections de 2023. Toute initiative qui serait prise dans le sens de le mettre hors cette course électorale, il va utiliser tous les moyens pour contrer cette procédure. On ne sait pas, mais il y a des soupçons aussi de corruption dans ce qui s'est passé. Là, je ne suis pas dans les secrets de ce qui se passe, mais je dis simplement que, en tant que potentiel candidat président de la République, il est prêt à tout pour rester dans la course. De ces 500 types, il y a eu plusieurs voix qui se sont levées. On a suivi l'audio du président Bosso de l'Assemblée nationale dire que, après un grand travail abattu, le chef de l'État vous offre, donc vous fait un don de 500 types, mais pour les députés de l'opposition. Et c'est Chris Mokedi, vous savez que la population souffre. Vous êtes au courant, non? De la souffrance de la population. Ce n'est pas que je suis au courant, j'habite avec cette population. Vous habitez avec cette population, donc vous vivez la souffrance de cette population. Voir aujourd'hui la République dépenser plus de 20 millions pour offrir les jeeps aux députés qui vivent déjà dans une vie aisée. Est-ce pas de l'abomination ça? Je ne voudrais pas entrer dans cette polémique-là, mais je me rappelle que l'Assemblée nationale actuelle fait partie de la 3e législature. Ça veut dire que
Sans compter les 3 législatures, je prends d'abord la transition. Pendant la transition déjà, les députés sénateurs avaient joui de cette disposition, je crois, réglementaire qui veut que leur mobilité soit assurée. En 2003, ils ont eu des Jeeps X-Trail. En 2006, ils ont eu des Jeeps Nissan Patrol. En 2011, ils ont eu des Jeeps Prado TX. Et ce qui arrive aujourd'hui, je considère que ça entre dans le cadre des pratiques, des us et coutumes parlementaires qui veut... Non, je ne pense pas que ça en soit une. Parce que je rappelais ici que nous sommes dans une 3e législature, alors que les législatures précédentes ont montré que les députés sénateurs avaient été dotés en moyens de locomotion. Donc aujourd'hui, moi je considère que c'est un faux débat parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle Assemblée nationale, les Jeeps ont été toujours donnés. Et on parle d'un don du chef de l'État. Où a-t-il tiré cet argent? J'ai suivi moi, les communiqués du rapporteur de l'Assemblée nationale, qui est la voix officielle pour communiquer au nom de l'Assemblée nationale. On parle de l'audio de Mbosso. Moi, j'ai pas vu une vidéo où Mbosso parle. Aujourd'hui, les audios, on peut toujours pirater la voix de quelqu'un. Hein. Je ne suis pas dans ces débats-là. Hein. Mais moi, j'ai dit, il y a le rapporteur de l'Assemblée nationale qui est le porte-parole de l'Assemblée nationale. Et moi, je m'en tiens à la version officielle. Je suis un communicateur d'un parti qui siège dans les institutions. Je tiens à ne pas relayer la rumeur de la rue. Je tiens à communiquer ce qui se passe dans nos institutions. Et le rapporteur de l'Assemblée nationale a dit que l'Assemblée nationale a contracté un prêt au niveau d'une banque de la place. Qui n'a pas de normes, si c'était une récompense, si c'était, je pense que si c'était une récompense, on n'aurait pas donné aux députés du FCC. Parce qu'il y a 500 Jeeps, il y a 500 députés. Ça veut dire que même Néhémie a sa Jeep. Non, ça veut dire, s'il vous plaît, non, vous parlez, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure là que vous êtes en train de parler d'un fichier sonore dont la véracité n'a pas été prouvée. Moi, je vous parle d'une vidéo que j'ai vue, d'une communication du rapporteur de l'Assemblée nationale. Je m'en tiens à ces propos-là. On est journaliste. Vous êtes journaliste, c'est très bien. On s'est fouillé, même si le même Félix Tshisekedi, président de la République, voilà. Et même le président de l'Assemblée nationale ne peut pas faire le travail du rapporteur de l'Assemblée nationale. Donc, la voie officielle pour passer cette communication, c'est les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Et je considère qu'il y a 500 députés à l'Assemblée nationale, et même les députés qui ne sont pas des lignes sacrées. Les députés de la Mouka vont jouer de ces jeeps. Donc, je considère que c'est un faux débat pour lequel on ne devrait pas enflammer la toile ou inciter la population à croire que... non, nous sommes en 2018, je vous ai rappelé le parcours de nos assemblées nationales et du Sénat jusqu'en 2011. Vous n'allez pas me dire que ce que j'ai dit est faux. Voilà. C'est ce qui est dit aujourd'hui, l'Union sacrée que les chemins. Hier, on a laissé, comme disait un monsieur du FCC, on a laissé le savon les coques à 300 francs, 400 francs, aujourd'hui c'est 600 francs. Le pain, c'est devenu comme un morceau de bois que vous allez acheter. Pas d'énergie là-dedans. La population peut souffrir. Pourquoi est-ce que l'Union sacrée ne sait pas offrir à ce que la population veut? J'aurais voulu que les messieurs qui disent qu'ils avaient laissé les pains à 200, aujourd'hui c'est à 300, qui disent aussi qu'ils ont laissé des cartes Visa, qui étaient directement connectées au trésor public. Vous parlez des cartes Visa? Ce qui faisait, laissez-moi parler. Vous allez me compléter. Vous allez me compléter. Et cette pratique remonte depuis il y a 12 ans. Ça fait 12 ans que le monsieur dont vous avez évoqué ici, leur régime avait instauré un système de détournement des deniers publics, se connectant directement au trésor public.
Donc ça veut dire que lorsque nos vaillants fonctionnaires de la DGDA, nos vaillants fonctionnaires et agents de la DGRAD, de la DGI, se battaient pour mobiliser les recettes selon les assignations du gouvernement, il y a des gens qui étaient connectés directement au trésor public. Lorsque ces fonctionnaires faisaient entrer $1 dans la caisse de l'État, 55 sortaient à travers les mécanismes de détournement qui a été instauré par les régimes de M. Kabila. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons compris que notre difficulté à mobiliser les recettes émane de ces pratiques-là. Lorsque chaque mois, il y a un groupe d'individus qui détournent plus de 20 millions de dollars de notre trésor public. Pensez-vous que la République peut atteindre ses objectifs avec ce genre de comportements, des antivaleurs, des personnes qui en réalité devraient se trouver en prison en ce moment? Donc, aujourd'hui, avec l'instauration ou la réhabilitation de l'IGF, parce que vous allez vous rappeler que le régime de M. Kabila avait interdit à l'IGF de faire ses travail, ce qui avait fait qu'on a connu des détournements scandaleux dans ces pays. On nous a parlé de 32 millions. Je suis en train de répondre à votre question. Je suis en train de placer... Je suis en train de placer les décors de ma réponse. Voilà. Donc aujourd'hui, vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous entrez sur une avenue, vous allez vous appuyer sur un mur fissuré et que le mur tombe et fait tomber ce mur. N'est-ce pas? Alors que les murs avaient déjà des fissures depuis longtemps. C'est effectivement ce qui se passe dans les pays. Vous savez, un mandat se succède à un autre. L'État a une continuité. Lorsque vous avez laissé les pays dans un état, dans un trou, il est normal que la personne qui vient après vous commence d'abord par couvrir ce trou avant d'amener les pays à la surface. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons vu les efforts du gouvernement, les gouvernements qui se succèdent, je parle de la volonté du chef de l'État, qui a instauré aujourd'hui la gratuité de l'enseignement primaire, l'enseignement des bases, qui était inscrit dans notre constitution depuis 2006, mais qui n'a... Il faut saluer cette initiative du chef de l'État. Il faut l'encourager, parce que ça n'existait pas. Aujourd'hui, notre justice, qui était à l'époque une justice ligotée, qui ne savait pas dire les droits parce qu'on l'a fait taire, aujourd'hui nous avons une justice qui essaie de se relever de ses blessures. Une justice qui est là pour chercher le chef du FCC. Mais qui ont géré pendant 18 ans, c'est tout à fait normal lorsque vous avez géré et que la justice qui se réveille vous interpelle pour dire, monsieur, vous avez... En son temps, il sera interpellé. La justice est en train de faire son travail, ce n'est pas à nous d'établir l'agenda de la justice. Il ne nous revient pas. Donc, je dis simplement aujourd'hui, nous sommes, j'ai dit un État, quand vous dites que Félix ne fait rien, c'est faux. Félix vous a amené la gratuité de l'enseignement que vous n'aviez pas. Il ne faut pas dire que Félix ne fait rien. Félix vous apporte la... Félix... Les écoles sont devenues le lieu de corruption. Et vous pensez que cette gratuité-là avait vraiment sa raison d'être aujourd'hui à l'RDC? Vous savez, hein, c'est déjà un début qui n'existait pas. Le pays ne changera pas par un coup de bâton magique. Un début avec une mauvaise fondation. S'il vous plaît, la fondation, elle a été laissée par les régimes passés. Quand vous parlez de corruption, détournement, vous savez qui a détourné, vous savez qui a détourné, vous savez qui a corrompu, vous savez à quel degré de corruption se trouvent ces pays. Et c'est ces pays-là que Félix Tshisekedi hérite. Donc aujourd'hui, ne vous attendez pas à un changement à Bradaka-Brest. Ça n'arrivera pas comme ça. Hein? Ce n'est pas de la magie. Il y a un travail à faire et le travail est en train d'être fait. Il y avait d'abord une coalition qui empêchait le président de la République d'atteindre son objectif. Il a rompu cette coalition, il a inauguré une nouvelle ère avec l'Union Sacrée. Et nous pensons, le gouvernement de l'Union Sacrée est à son deuxième mois aujourd'hui. Le gouvernement a instauré l'état des sièges. Parce que ce gouvernement veut ramener la paix.
à l'Est. On ne peut pas, non, pas seulement la paix à l'Est, mais est-ce que la paix, vous pouvez... Aujourd'hui, on a encore enregistré les cas de mort à l'Est. Est-ce que Mais justement, le président... voilà, les présidents, est-ce qu'il est vraiment on vous place les décors. suprême de cette On vous place d'abord les décors pour vous dire qu'on a fait croire au président qu'il y avait 21 000 éléments à l'Est alors qu'il y en avait moins. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont été dans cette mafia-là, impliquées directement dans ce qui se passe. Vous savez qu'il y a des troupes étrangères qui portent nos uniformes. Lorsque le gouvernement congolais sort 21 000 uniformes pour l'armée, lorsque le gouvernement sort 21 000 armes, lorsque le gouvernement paye 21 000 soldes pour 21 000 militaires, et qu'au fond, il y en a que 10 000, ça veut dire qu'il y a 15 000 armes qui sont détournées, ça veut dire qu'il y a 15 000 uniformes qui sont détournés, ça veut dire qu'il y a plus de 15 000 salaires qui sont détournés. Voilà ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, nous comprenons pourquoi la paix à l'Est pose problème. Et c'est le travail auquel s'attelle le président de la République aujourd'hui. On a identifié aujourd'hui ces personnes qui travaillent en complicité avec les armées étrangères et les rebelles. Voilà déjà un commencement. Donc il ne faut pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas par un coup de bâton magique que les choses vont changer. La population n'a plus besoin de discours. La population veut avoir les chefs d'État agir et avancer au lieu de commencer à faire des discours. Nous avons suivi il y a quelques jours prendre certaines décisions par rapport avec la pandémie de la Covid-19, troisième vague. Il a décidé, les églises, il fallait réduire le nombre, fermeture il y avait plus de rassemblement de plus de 20 personnes. Ngobila qui arrive, qui vont aussi ajouter d'autres restrictions. On bloque les terrasses. C'est comme si, quand les gens vont prendre un petit verre, ils sont là confinés en train de se faire des bisous ou quoi. Et voilà que vous avez suivi la journée de lundi. Est-ce que cette attitude-là, de Ngobila, ne vous dérange pas, vous, politique? Je crois qu'il a été démontré à travers sa gestion que le gouverneur de la ville de Kinshasa ne méritait pas sa place. Mais quel est le mécanisme pour faire partir un gouverneur? Le mécanisme, c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tout passe par là. Donc il faut interpeller les députés provinciaux. Qui sont de l'Union sacrée. Peut-être. Plusieurs sont de l'Union sacrée. Peut-être. Ils ne font rien. Mais ils doivent faire leur travail. Et je pense que je suis très mal placé pour répondre aux questions en ce qui concerne Ngobila, que je considère, j'ai dit simplement que je considère simplement que M. Ngobila n'est pas à sa place. Je ne veux pas m'étaler sur sa gestion de la ville, province de Kinshasa, mais c'est une gestion calamiteuse et il ne mérite pas. Après avoir échoué à Yumbi, je ne pense pas qu'il était la personne indiquée pour gérer la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, vous donnez raison à Néron Mbungu. Ben moi, j'ai toujours soutenu Néron Mbungu. Les propos que Néron Mbungu a tenus à l'endroit de son chef hiérarchique, le gouverneur, n'étaient pas faux. Voyez les projets Kinbo Peto. Elle est où? Quand on parle de Kinbo Peto, elle est où ces beaux Peto-là? Elle est où? Il n'est pas le gouverneur, ou n'est pas... Le gouverneur de Kinshasa n'est pas le bourgmestre de... Bon, un bourgmestre de la Gombe, c'est tout. Il n'est pas le gouverneur de Kinshasa. Combien de routes de Kinshasa sont détruites? Combien la ville de Kinshasa est sale? Moi, j'ai honte de dire que M. Gentini Ngobila est mon gouverneur. J'en ai honte. Voilà. Donc Ngobila ne mérite pas la ville de Kinshasa. Ben, je l'ai dit, Ngobila ne mérite pas, mais les mécanismes de son éjection passent par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Est-ce qu'on ne doit pas organiser des marches pour le faire partir? Ben, il y a un problème avec notre population, c'est que la population congolaise attend toujours des politiciens pour revendiquer. On ne peut pas téléguider une population comme des marionnettes à tout moment, parce qu'il s'agit de sa vie. À un certain moment, la population doit se prendre en charge, comme avait dit le feu Étienne Tshisekedi. Il faut se prendre parfois en charge lorsqu'il s'agit de votre vie, de votre hygiène, de votre propreté, de votre environnement. Quand vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de poubelle, dans un environnement où, vous savez, au Congo, on ne devrait même pas distribuer les moustiquaires. C'est un aveu d'impuissance. Lorsque
l'hôtel des villes, le système sanitaire de notre ville se met à distribuer des villes, ça veut dire que nous avons échoué. Moi, je n'ai jamais soutenu cette distribution des moustiquaires. Il faut, parce que les moustiques qui provoquent la malaria sont produits par la ville, par ces banques d'hygiène dans la ville. Et je crois que les devraient jouer leur rôle en interpellant les gouverneurs. Si c'est un problème... Si, l'un ne va... En tout cas, l'un et l'autre, je pense que... je ne voudrais pas... Hein, il faut qu'il y ait une vision pour la ville de Kinshasa et non pas quelqu'un qui a échoué dans une province, on l'impose ici à Kinshasa. Et c'est à nos amis députés provinciaux de jouer leur rôle. Voilà, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Nazoka. Nazoka. Première journée, vous avez arrêté 15 militants de la Moka. Deuxième journée, vous avez arrêté 7. Bon, ceux qui population éduquée le droit d'acter. Pourquoi quand ils manifestent, il faut que loi portant fonctionnement à CENI, population est polie. L'Assemblée nationale a voté, le Sénat a voté. Maintenant, on attend seulement la communication de chef de la population, le but de polie doit avoir, puisque la CENI doit être apolitique. Mais pourquoi vous, l'Union sacrée, vous voulez toujours créer des vestiges? C'est comme si vous avez peur des élections 2023 et vous voulez déjà chercher les mécanismes de tricherie. Si vous avez la population, vous avez les militants, il y a la Moka. Parce que, voilà. Voilà. Je vais maintenant répondre. Je vais répondre. Il ne faut pas prendre des initiatives des partis politiques pour le généraliser à la population. Il faut partir de la population. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Quand il dépasse le marché, c'est le peuple qui est réclamé. Voilà justement, c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de croire que les membres des partis politiques, les militants de nos partis politiques, c'est eux le peuple. Alors que le peuple ne représente même pas les 10% de ceux qui sont actifs dans les partis politiques. Les partis politiques, tous les partis politiques réunis, n'ont pas 10 millions de membres. Ça veut dire que nous parlons au nom des partis politiques et non au nom de la population. Et il faut qu'on arrête ces discours de manipulation. Je vais revenir à la loi. L'institution légitime, légale, où se passent toutes les réformes, que ce soit les réformes en rapport avec la CENI, avec la loi électorale, la réforme avec la Constitution, la réforme avec tout ce qu'il y a comme organisation dans les pays, ça se passe à l'Assemblée nationale, non pas en dehors. Et je rappelle ici que nos amis de la Moka siègent dans les institutions. Par la même occasion, je vous rappelle que la Moka a été l'initiateur de cette proposition de loi. Que vous avez modifiée aujourd'hui. Écoutez. Cette loi-là est modifiée. La loi s'appelle comment? La loi modifiant et complétant. Quand on dit modifiant et complétant, ça veut dire qu'une loi qui a été proposée par un député qui arrive à l'Assemblée nationale subit une chirurgie de la part de ses pairs députés nationaux. Parce que toute loi qui est proposée à l'Assemblée nationale n'est pas toujours une bonne loi. La vérité, c'est quoi? C'est que les politiciens se sont rendus compte que dans notre pays, il n'existe pas de vraie société civile à qui on peut laisser la responsabilité ou les destins de notre peuple. Ils sont tous politiques. Je vous rappelle ici que les premières élections, les deuxièmes et les troisièmes, ont été conduites par la société civile. L'abbé Apollinaire Malumalu, Ngoï Mulunda,
Corneille Nangaa. Tous provenaient des confessions religieuses. Est-ce pour autant qu'on n'a pas connu des élections chaotiques dans les pays? Malou Malou a proclamé ses résultats à bord d'un char. Ngoï Mulunda, n'en parlons pas. Donc, aujourd'hui, les débats, ce n'est pas celui-là. Les débats, le véritable débat sur la réforme électorale doit se trouver au niveau de la loi électorale elle-même. Là, c'est la composition du bureau. Et dans toutes les lois précédentes, il est question que la CENI regorge en son sein la représentation nationale au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, les membres de la CENI sont désignés à partir de la représentation nationale. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que cette majorité, en réalité, s'est minorisée au sein de cet appareil électoral. Parce que l'Assemblée nationale aujourd'hui compte 80%, je dirais même 85% des députés de l'Union sacrée. Mais dans la configuration de la CENI, l'Union sacrée s'est minorisée au profit de l'opposition et de la société civile. Dans d'autres cieux, ce n'est pas la société civile qui organise les élections. C'est les ministères de l'Intérieur. Si nous voulons apporter de vraies réformes au niveau de cette électoral, alors demandons à ce que les élections soient organisées par les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est ce que vous pensez, parce que vous allez vous dire, mais non, mais comment est-ce qu'on va demander à un ministre, surtout que nous savons que c'est un ministre de l'UDPS qui va accepter. Voilà, c'est ça la vraie réforme. Mais sommes-nous prêts à tendre vers une véritable réforme? Nous ne sommes pas prêts. Qu'on arrête de nous distraire aujourd'hui avec cette dépolitisation de la CENI, qui est en réalité une volonté seulement de cette opposition à esquiver les élections. Alors, à la fin, s'il n'y avait pas l'élection 2023, dialogue ou l'émission du président de la République? Il y aura élection en 2023, le président de la République l'a dit. Que nos amis qui sont en train de se tromper, qui croient en réalité, ils sont en train de chercher un dialogue. Hein? Ces personnes qui se trompent d'époque doivent comprendre que Félix Tshisekedi est déterminé à organiser les élections en 2023. Et j'entends des gens dire que non, ils vont bloquer la promulgation de la Constitution, de la loi sur la CENI. Je rappelle à nos amis, puisque la plupart sont des intellectuels et députés, que 15 jours après le vote de la loi au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, lorsqu'on dépose auprès du président, 15 jours après, la loi entre automatiquement en vigueur. Le président peut promulguer officiellement comme il peut ne pas promulguer, mais même si le président ne promulgue pas une loi, la loi entre en vigueur 15 jours après son adoption. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Point d'actualité qui a reçu en ce jour M. Chris Mukendi. Nous vous rassurons qu'en 2023, il y aura élection. Donc la population, prenons-nous en charge, préparons-nous quant à ceux. Et vous, classe politique, nombreux, puis le peuple congolais qui est déjà assommé par vos discours politiques divisionnistes. En tout cas, un grand merci à Platini Malo qui était de l'autre côté de la région. À Borel qui nous a assisté, et aussi un grand merci à Nazik qui a concouru bien sûr à la réalisation de cette émission et nous vous souhaitons une bonne suite de programme sur Missionnaire Télévision.